Pour ceux qui sont habitués à nos webinaires, donc le début ne va pas vous choquer, c'est-à-dire qu'on va vous demander déjà de laisser vos micros coupés, d'intervenir mais en levant la main. Enfin, il faut surtout pas hésiter, mais de toujours lever la main via, l'outil, dédié sur Teams. Et pour les questions, on vous demandera de ne pas écrire dans le chat parce que c'est pas très facile pour nous après de s'orienter là-dedans. Donc de les poser directement via Slido. Donc vous avez soit le petit QR code à scanner, soit, vous pouvez aller directement sur Slido et utiliser le code, EIC, Pathfinder. Et je vais faire un petit disclaimer. Ce webinaire n'est pas un webinaire de présentation du Pathfinder Open 2024. Donc, si vous avez des questions très générales sur le Pathfinder, c'est pas le bon événement. Alors, si vous avez une question, on pourra y répondre si on a le temps, mais c'est pas la priorité. Et si vous voulez avoir une présentation et juste découvrir cet appel-là, on a déjà fait un webinaire le 9 janvier qui est déjà disponible. Alors là, j'imagine que vous ne pouvez pas cliquer sur le lien, mais quand on enverra la présentation, vous aurez le lien. Et puis, si vous allez simplement sur notre site Horizon Europe, vous allez trouver le lien et le replay. Donc, on va y aller. On va d'abord faire une petite présentation. Le PCN, donc c'est le point de contact national sur les thématiques de l'EIC, Pathfinder et transition. Donc, pour ma part, je suis coordinatrice, c'est-à-dire que je suis à 100% sur cet emploi-là. Alors, je fais un disclaimer aussi, un deuxième, plus pour longtemps, parce que je pars, demain soir. Je quitte mon poste demain soir. Du coup, ne m'écrivez pas directement, mais écrivez bien à Chiara, Laurent, en tout cas via l'adresse générique à partir de demain même, ou dès maintenant. Hem Et si vous voulez, être tenu informé des actualités, ben, vous pouvez soit vous connecter, sur LinkedIn à notre page, soit directement vous abonner à notre liste de diffusion. Qu'est-ce qu'on propose comme accompagnement au niveau du PCN? Donc ça va être surtout de la descente d'informations. On va s'occuper de récolter, les données et les informations auprès de la commission sur nos thématiques. Donc nous, c'est EIC Pathfinder et transition. Et donc ça va se concrétiser via, de la descente d'infos vers les communautés, via des webinaires, des présentations des instruments lors d'info day et cetera et cetera. On propose aussi un accompagnement, alors un accompagnement, qui n'est pas du montage de projet, qui n'est pas l'accompagnement que peut avoir un cabinet de conseil ou, une cellule, d'accompagnement au niveau d'un établissement public. Mais on va être là notamment pour vous aider à positionner votre projet, s'assurer que le projet, rentre dans les clous d'un Pathfinder ou d'un transition, répondre à d'autres questions administratives, techniques ou vous orienter vers d'autres guichets qui pourraient être plus, pertinents. On organise aussi alors, du coaching de coordinateur Pathfinder Open, mais pour les redéposants, pour l'instant, c'est quelque chose qui est limité à un certain nombre, c'est uniquement sur invitation. Comme vous voyez, on n'est que, 3, pardon, on n'est que 3. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié de nommer, Chiara et Laurent avec tout ce remue-ménage. Il y a aussi Chiara et Laurent qui sont bien là pour, répondre à vos questions et qui sont chacun dédiés à 40%. Ils prendront la parole tout à l'heure et je les laisserai se présenter vu que j'ai un peu zappé, cette étape-là. Et on organise aussi pour les transitions des oraux blancs. Le programme pour ce webinaire, ça va être d'abord un rappel court et bref du Pathfinder Open. Comme je disais, c'est pas un webinaire qui est, dédié à la présentation de cet appel, mais où on va rentrer plus dans le concret. Vous êtes censés normalement être des personnes qui sont en train de rédiger ou qui vont en tout cas déposer un projet Pathfinder Open au 7 mars. Donc, on va directement aller on va dire dans le vif du sujet. Mais je vais quand même faire une courte présentation, pour rappeler, on va dire, les grands principes. Le Pathfinder, donc c'est un instrument de financement qui se constitue dans, l'EIC, dans le Conseil européen de l'innovation qui, lui, fait partie d'un plus grand tout qui est, le programme cadre Horizon Europe. Un programme cadre pour financer la recherche et l'innovation sur 7 ans au niveau de la Commission européenne. Donc c'est le plus gros programme cadre, au niveau mondial avec un budget de 95,5 milliards d'euros pour ces 7 ans. L'objectif global, on va dire, de ce TEIC, c'est de faire de l'Europe un leader de l'innovation et ça va être de se présenter surtout comme un outil proposant des instruments de financement et qui faciliterait la vie des innovateurs, de demain et surtout, la mise sur le marché d'innovations, dites de rupture, qui ont un grand axe deep tech, donc c'est-à-dire avec un fort potentiel social et économique, en tout cas un bénéfice fort, sur ces aspects-là, avec une vision à long terme et qui porterait donc des technologies qui, seraient en rupture avec ce qui se fait actuellement, donc qui viendraient soit créer de nouveaux marchés, soit bouleverser les marchés existants.
Donc le but, c'est vraiment de proposer des instruments, 3 instruments de financement qui vont se décomposer tout au long de l'échelle TRL, Pathfinder, transition et accélérateur. Donc l'échelle TRL, j'imagine que vous connaissez un peu si vous êtes là, mais je vais répéter très rapidement, l'échelle TRL, c'est le niveau de maturité technologique, de votre innovation. Le Pathfinder étant aux prémices, c'est-à-dire vous avez une idée et l'objectif de fin d'un Pathfinder étant d'arriver à une preuve de faisabilité, heu, slash validation laboratoire pour un TRL4. On va avoir 2 typologies d'appels pour le Pathfinder et l'accélérateur, qui sont les appels open et les appels challenge, c'est-à-dire qu'on va avoir des appels blancs. Vous déposez la thématique, sur la thématique qui vous plaît le plus, à condition bien sûr de respecter les autres règles d'éligibilité. Mais en termes de thématique, c'est bien ouvert à tous et les challenges qui sont des appels thématiques, prédéterminés par la commission auxquels vous répondez. Donc il y a quand même un certain cahier des charges à remplir. Le Pathfinder, donc très rapidement, c'est une vision à long terme, donc ça, c'est très important. Faut pas se limiter à la durée du projet, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire après, post-projet directement, mais à long terme, qu'est-ce que votre technologie, en tout cas la technologie que vous ambitionnez de développer, va apporter. L'objectif, ça va être de présenter une manière plausible de faire le chemin entre la science et le début du développement technologique. On veut que vous mettiez en place durant ce projet des bases, qui permettront par la suite de pousser cette technologie plus loin et donc, d'amener potentiellement, on va dire, si on suit la logique, à un transition, donc à un développement tech slash début du développement du business plan également. Donc on va vous demander de réaliser cette preuve de principe et de valider la base scientifique, de la future technologie. Tout ça en le réalisant, pardon, dans un cadre de recherche multidisciplinaire, interdisciplinaire, entre chercheurs et innovateurs. Donc il y a toujours cet axe qui est très important, l'interdisciplinarité. Si vous avez commencé à rédiger, vous avez dû voir que ça réapparaît plusieurs fois dans les différents critères et dans le template. Donc, une percée scientifique concrète à la frontière ambitieuse vers la technologie, une approche et une méthodologie dite high risk, high gain, c'est-à-dire que c'est en rupture avec ce qu'on fait actuellement. Donc, par essence, ça n'a jamais été fait. Donc, ça peut ne pas fonctionner. Mais par contre, si ça fonctionne, on va dire que ça a un gain très important. Le gain serait très important et très intéressant pour l'Europe et pour la société de manière plus générale. Donc, il ne faut pas hésiter à, prendre du recul sur ce qu'est un pathfinder, ce que vous déposez sur un projet bien particulier. Donc pourquoi ce projet? Pourquoi cette typologie d'appel? Et comment vous pouvez bien l'intégrer dans le développement, dans la construction même de votre projet. Donc déjà, il faut garder en tête que le Pathfinder, c'est un appel très compétitif. Comme là, on vous a mis les taux de succès, on est autour de 7%, 2 années de suite. Le IC Pathfinder Open, c'est aussi des fois comparé à l'ERC, alors qu'il n'y a pas grand-chose à voir dans le sens où l'ERC, déjà, c'est de l'individuel. Donc là, nous, Pathfinder Open, on est sur du collaboratif. Et l'ERC, c'est de la recherche fondamentale, ici aussi, mais il y a une visée technologique qui est obligatoire. Donc c'est de la science et de la technologie pour l'EIC Pathfinder Open. L'EIC Pathfinder Open, lui, ne s'inscrit pas particulièrement dans des feuilles de route de l'industrie parce que, comme on vous disait, c'est des appels blancs. C'est à vous de faire remonter via votre projet des thématiques et des sujets importants auprès de la commission. Et c'est là qu'ils identifieront, via les propositions et la façon dont vous présentez votre projet, si le sujet qui est abordé est important ou pas, ou qu'ils ont envie de financer ou pas. La vision à long terme, je le répète, est essentielle, mais ça fait partie même de l'essence d'un Pathfinder. Vous allez voir que c'est demandé plusieurs fois, c'est demandé dans la partie excellence, mais c'est aussi quelque chose qui ressort dans la partie impact. Donc l'impact à moyen terme, à long terme, et le développement scientifique, le développement et la recherche aussi à long terme, comment ça va s'articuler. Ce n'est pas parce que quelque chose n'a jamais été fait qu'il est suffisamment nouveau pour le lycée Pathfinder Open. C'est effectivement le cas. Après, il faut aussi garder en tête que tout est une question de présentation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelque chose qui est radicalement nouveau, qui donc ne demande pas particulièrement de mettre en forme. Mais il peut arriver aussi qu'on se base sur des technologies qui sont différentes, qui individuellement fonctionnent, on le sait, mais quand vous les mettez ensemble, ça crée quelque chose qui est en rupture et qui n'a jamais été fait et qui présente du coup des risques dans le sens où vous n'êtes pas sûr que ça fonctionne et que ces différentes technologies s'imbriquent ensemble.
Et il faut garder en tête que l'écriture d'un projet n'est pas similaire à l'écriture d'un article, mais ça demande autant de temps et autant d'investissement, c'est aussi chronophage, mais le travail est totalement différent, le jargon est totalement différent, l'angle d'approche est complètement différent également. Donc on va revenir sur les règles d'éligibilité, mais ça, c'est très rapide parce que j'espère que vous êtes déjà éligible. Donc c'est à des projets, en partenariat, donc c'est au moins 3 entités légales différentes issues de 3 pays différents. Les pays États membres ou États associés. États associés, il y a une liste bien précise, exemple type: Israël, Norvège, Royaume-Uni. Il y en a d'autres, n'hésitez pas à checker si vous avez un doute. Il y a une participation du secteur privé, on se rend compte que c'est quand même plus faible que le secteur public, mais en analysant le nombre les résultats, on a pu voir qu'il y avait à peu près 25% des partenaires qui étaient des partenaires du privé. Ils sont là pour différentes raisons, dans le sens où une entité privée a toute sa place parce qu'elle peut apporter plein de thématiques différentes, plein d'aspects différents, plein de plus-values au projet. Ça peut être totalement déjà sur la recherche, le cœur même de la recherche. Ça peut être aussi sur des questions de développement par la suite, aussi par des questions de connaissance du marché, d'anticipation de problèmes de régulation, de standardisation qui pourraient arriver par la suite, etc., etc. Donc je sais qu'on a beaucoup d'entités privées, qui se posent la question, mais votre présence est pertinente. Mais seulement, 3 projets sur les 56 en 2021 étaient coordonnés par des entreprises. Il me semble, qu'on n'a pas actualisé, mais 2022-2023, il y a peut-être légèrement plus, mais on se rend compte qu'en tout cas en coordination, c'est plus rare, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. La taille du consortium n'a pas d'importance dans le sens où à partir du moment où vous respectez les 3 entités légales différentes, c'est bon. Par contre, il faut bien que ce soit cohérent avec vos objectifs, les objectifs de votre projet. On va dire qu'en général, on a entre 5 et 6 partenaires, mais on a des projets à 11 partenaires et on a des projets à 3 partenaires. Le tout étant de s'assurer qu'on a toutes les compétences en interne. Le budget, c'est environ 3 millions, mais c'est une moyenne indicative, c'est-à-dire que vous pouvez demander plus, la preuve étant que la moyenne de budget financé en général est à 3,2 millions. Et la durée, donc entre 36 et 60 mois, il n'y a rien indiqué dans le work programme, donc c'est vraiment à votre bon vouloir. La moyenne est à 46 mois, mais ça ne veut pas dire qu'il faut absolument 46 mois. Le budget disponible, mince, ça n'a pas été updaté, mais légèrement plus faible cette année. Il me semble qu'il est vers 140 millions. Et la deadline est le 7 mars. Et donc, on va passer à la deuxième partie qui va être la partie A. Et donc, je vais laisser la parole à Chiara et je vais te laisser te présenter. Désolée, Chiara, d'avoir omis de vous faire une petite présentation. Il y a pas de souci, Laurent et moi, nous sommes membres, du PCN IC Pathfinder à hauteur de 40 de notre temps de travail. C'est voilà, on peut se présenter à la fin, il y a pas de souci. Donc on poursuit, notre présentation, checklist avec les points d'attention sur la partie administrative et les aspects présents sur le Funding and Tender Opportunities portal. Puisque voilà, c'est une partie qu'on ne présente pas typiquement dans notre présentation générale du programme Pathfinder Open, mais on estime que là, puisque vous êtes en train de soumettre, vous pourriez avoir des questions, besoin de voilà, de réviser, cette partie, ensemble. Pour rappel, les éléments nécessaires pour la candidature à l'EIC Pathfinder Open, sont, voilà, les éléments essentiels, c'est que la candidature se fait de façon électronique via le Funding and Tender Portal et ça comprend 2 parties. Une partie qu'on appelle A, c'est la partie administrative qui est remplie en ligne sur le portal et une partie B, la partie, narrative, on va dire plus scientifique, qui comprend les 3 sections, 1, 2 à 3 et qui correspondent précisément aux 3 critères excellence, impact, mise en œuvre, qui sera présentée juste après par Laurent. Cette partie se rédige à partir d'un template qui est téléchargeable à partir du site de soumission Funding and Tender Portal. N'attendez pas la dernière minute pour remplir la partie A et surtout n'attendez pas la dernière minute pour créer le projet parce que cela vous permet de télécharger le template de cette année. Attention, utilisez toujours le template de l'année en cours, même si c'est presque complètement égal à celui de l'année dernière.
il vaut mieux s'appuyer sur ce qui est demandé cette année. Donc, vous connaissez probablement le Funding Intended Opportunities. Vous savez vous connecter au portail via vos identifiants et mots de passe. Vous devez ensuite aller chercher et sélectionner l'appel, comme dans la capture d'écran qui est ici. Et aller cliquer un peu plus bas dans la page de l'appel afin de commencer la création du draft de la proposition. C'est là, les premiers éléments qui sont demandés, c'est le titre, l'acronyme, l'organisation coordinatrice et le contact principal. Ne soyez donc pas étonnés, soyez prêts. C'est des informations qui peuvent être un petit peu modifiées par la suite, mais ça va vous être demandé tout de suite. Tout de suite, on aime dire et suggérer de contacter votre service d'accompagnement au plus tôt. J'imagine que c'est déjà fait. Je vois pas mal de collègues des cellules Europe qui sont connectés et qui donc sont en train d'accompagner déjà des projets. Mais si vous êtes chercheur, vous montez votre projet et vous ne l'avez pas déjà fait, contactez tout de suite votre service d'accompagnement. Ensuite, la quatrième étape, la quatrième page, consiste en la création des partenaires et des éventuels affiliated entities. C'est quelque chose qu'on précise toujours parce qu'en France, on fait souvent partie d'unités mixtes de recherche où souvent on est amené à faire appel aux autres tutelles, aux différentes tutelles du laboratoire pour prendre en compte les employeurs de toutes les personnes impliquées. Et donc, c'est un peu classique de faire apparaître des affiliated entities à ce titre-là. Donc, ça, voilà, c'est assez intuitif. Il y a des boutons qui permettent d'ajouter une affiliated entity, d'ajouter une personne de contact, etc. Donc, c'est ici que ça se passe. L'ajout, par exemple, du référent ou de l'adresse générique de votre cellule Europe, l'ajout d'une institution, d'un organisme tutelle gestionnaire du laboratoire ou autre, c'est ici que ça se fait. Vous pouvez ne pas le faire tout de suite. Vous allez donc retomber sur la page 5 que je vais vous présenter tout de suite après. Mais de la page 5, vous pouvez toujours revenir à cette page 4 pour ajouter tous les partenaires. C'est quelque chose à faire néanmoins au plus vite pour avoir une liste consolidée des partenaires et on suggère toujours, bien sûr, que cette liste, cet ordre de partenaires soit réfléchi et ça soit cohérent avec l'ordre que vous allez présenter dans la partie B, la partie narrative scientifique. Donc voilà la 5e et dernière partie de la candidature en ligne. C'est la page, on va dire finale sur laquelle vous allez retomber à chaque fois que vous vous reconnecteriez par la suite, lorsque vous accédez à votre projet via le Funding Intended Portal. C'est là où il y a le petit, attention, voilà le pointeur. C'est là où il y a le petit bouton pour, revenir à la page arrière. Ici, il y a un rappel de la deadline de la candidature et c'est via ce bouton-là que vous pouvez accéder au formulaire Part A qui se remplit en ligne. Donc, dans ce formulaire, on trouve des informations générales. Le titre et l'acronyme ont déjà été renseignés lors de la première étape, au moment de la création du projet. On suggère de choisir, de réfléchir à un titre qui puisse être compréhensible, qui puisse parler aux membres du comité et donc aussi aux non-spécialistes. Ça aide à comprendre tout de suite, à positionner tout de suite le projet, à comprendre tout de suite l'objectif, le cœur central de la technologie que vous visez. Vous allez avoir des mots-clés libres que vous pouvez choisir afin de caractériser au mieux votre projet. Ces mots-clés vont aider le président du comité, les vice-présidents et le comité même à choisir les évaluateurs externes pour votre projet et aussi à se répartir les projets, à caractériser votre projet pour savoir qui a les meilleures compétences, les compétences plus appropriées pour l'évaluer. Donc, attention, ce sont les mots-clés liés au projet. Ce ne sont pas les mots-clés liés
à vos compétences ou aux compétences de chaque membre du consortium qui ne sont peut-être pas toutes mobilisées dans le projet. Vous avez aussi des descripteurs qui sont des mots-clés, on va dire, fixes, et qui sont donc à choisir un nombre de 3 à 6 dans une liste, dans un menu déroulant. De fait de l'importance de ces mots-clés pour caractériser le projet, prenez toujours le temps de réfléchir à ces mots-clés. Ne laissez pas cette étape comme la dernière chose à faire la veille, du dépôt. Tout de suite, c'est juste après l'abstract arrive. Donc c'est l'abstract, c'est maximum 2000 caractères. Ayez en tête que c'est le même abstract qui va être utilisé à la fois, encore une fois, pour caractériser, savoir qu'est-ce qu'il y a dans votre projet. Donc il doit donner les éléments essentiels du contenu de votre projet. Au même temps, c'est la vitrine de votre projet, à la fois pour les évaluateurs qui vont l'utiliser pour se remémorer du projet, et cetera. Mais aussi, ça va être utilisé par la suite pour présenter le projet, sur, par exemple, le portail Cordis, et en tout cas, il va être non confidentiel. Donc veillez bien à ne pas mettre dans l'abstract des informations confidentielles sur votre projet. Hem, on suggère bien sûr de bien prendre le temps pour, réécrire, l'abstract parce que c'est votre vitrine, la vitrine de votre projet. Il doit être donc, très clair, dynamique, bien écrit et cela prend du temps. C'est vraiment la première impression aussi à la fois pour le comité et pour les évaluateurs. N'oubliez pas aussi de renseigner si votre projet a déjà été soumis ou pas. Ensuite, toujours dans la partie A, il y a une deuxième section qui concerne la liste des organisations participantes, donc la liste des partenaires. Vous le savez peut-être déjà ici par partenaire, donc on parle bien des organisations, des organismes partenaires. Ce n'est pas des personnes. Les partenaires donc ne sont pas des personnes. Donc à la fois cette liste comprend les bénéficiaires et les affiliate identity, d'où l'importance de créer, d'ajouter les affiliate identity dès que possible. Pour chacun de ces participants, il y a des informations à fournir, notamment une liste des personnes impliquées pour chaque participant, une liste de publications ou de, précédents projets, pertinents auxquels, on participe, ainsi que le rôle de chaque, organisme dans ce projet. Donc c'est une liste, à cocher. Hem, la troisième partie concerne de cette partie A concerne le budget. Il s'agit ici du tableau récapitulatif, qui synthétise le budget de chaque participant, bénéficiaire et affiliate identity. Donc on voit apparaître sur chaque ligne la liste des participants et sur les colonnes, les différents postes, les grands postes. Donc c'est vraiment une synthèse parce qu'il y a par exemple une colonne personnel où on retrouve à la fois les personnels permanents et CDD, une colonne sous-traitance et c'est un poste de dépense sur lequel les coûts indirects ne sont pas, calculés. La partie de purchase cost, donc les missions, les équipements, le consommable, les coûts liés aux actions de dissémination et cetera, et la colonne qui se calcule automatiquement des indirect costs calculés, sur la base des coûts directs sauf la sous-traitance et calculé sur, qui correspond à 25 des coûts directs. On mentionne tout ça au cas où vous aviez des doutes, des questions aussi sur ce point, donc n'hésitez pas à les noter dans le Slido. Quelques points importants, sur le budget. Encore une fois, ici sur la partie A, on donne une vision globale par participant et par catégorie de dépenses. Bien sûr, cela n'est qu'une synthèse. Probablement derrière, il y a eu, des tableaux beaucoup plus, détaillés qui sont faits, partenaire par partenaire ou qui sont centralisés par le coordinateur, qui sont discutés et cetera. Les affiliate identity ont une ligne, séparée. Pour rappel,
bah, on l'a mis ici, concernant les affiliated entities, c'est des entités qui ont un lien juridique préexistant avec le bénéficiaire auquel ils sont rattachés. Par exemple, le CNRS et une université, dans le cadre d'une unité mixte de recherche, ont un lien juridique de part de la, euh, du statut de l'UMR, du statut de création de l'UMR. Vous le savez, les projets Pathfinder Open sont des actions de type RIA. Il n'y a aucune particularité par rapport à tout type d'action RIA. Les projets, comme l'a dit Elsa, sont financés à 100%, à hauteur de 100% des coûts directs, qu'il s'agisse d'entités publiques ou privées. Petit point sur les partenaires qui ne seraient pas États membres ou États associés. Il faudra bien mettre 0 € dans la colonne Requested EU Contribution. Par exemple, si jamais il y avait une entité suisse dans le partenariat. Il y a une différence. On parle du budget aussi dans la partie B. Peut-être Laurent va y revenir très rapidement, mais dans la partie B, il y a beaucoup plus de détails. Des tableaux concernant le budget sont demandés, alors qu'ici, c'est vraiment une synthèse. Dernier point sur cette partie A concerne l'éthique et la sécurité. Ne faites pas l'impasse sur cette partie. Posez-vous toutes les questions qui pourraient être liées à votre projet. Si jamais vous répondez oui à une de ces questions, la case qui est grisée sur la colonne page va se débloquer et vous allez devoir obligatoirement renseigner la page du part B dans laquelle ce point d'éthique ou de sécurité est abordé et mentionné. Donc, dans la partie, si un point d'éthique est soulevé concernant, par exemple, l'expérimentation animale, dans la partie B, à une certaine page, il faudra retrouver une phrase, à minima, qui explique bien que vous êtes compliant avec la réglementation en vigueur, etc. Et dans le cas où il y a un oui, vous allez devoir remplir le Ethics Self-Assessment qui apparaît toujours dans la partie A. Donc voilà, je passe la main à Laurent pour la suite sur la partie B, le document scientifique. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc, la partie B, en effet, le document scientifique. Alors, je me présenterai tout à l'heure, hein, parce que comme Chiara aussi est membre du PCN à 40% de mon temps. Alors, le document scientifique, c'est la partie B, donc vous le trouvez sur le portail hein, du participant, à l'endroit qui est indiqué sur l'écran qui s'affiche devant vous. Alors, attention, deux petites choses. Si vous avez déjà écrit une proposition EIC Pathfinder l'an dernier ou il y a 2 ans, par exemple, veillez à bien retélécharger le bon formulaire. Il y a eu des évolutions, donc chaque fois, il convient ou si vous avez récupéré un formulaire RIA par ailleurs, j'en sais rien, parfois ça peut permettre de faire un 1er brouillon, mais veillez à bien, télécharger le bon formulaire. Et ensuite, une fois que vous aurez complété la partie B, à l'issue de ce que l'on va expliquer dans les prochains slides, vous pourrez vous devez, enfin, c'est pas que vous pourrez, c'est que vous devez le recharger, uploader en bon français, sur la plateforme à l'endroit qui est indiqué par le numéro 2. Alors, petite nouveauté avant de passer à la structure de la partie B. Petite nouveauté, cette année, vous le savez, on est passé de 17 à 20 pages sur la partie B. Ce qu'on vous engage à faire, parce qu'on l'a vu sur de nombreuses propositions, c'est que les 17 pages, elles étaient souvent très, très, très denses et densifiées, donc pas toujours agréables à la lecture. Donc un petit conseil, essayez de faire quelque chose d'aéré. Les 3 pages supplémentaires ont été
proposées par la commission afin que les propositions soient plus aérées. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de dire, ah bah, tiens, on a 3 pages pour condenser encore plus de choses. Non, non. Il faut partir du principe qu'il faut que vous ayez une proposition qui soit agréable à lire pour l'évaluateur. Alors, je referme la parenthèse, mais c'est important. Donc, la structure de la partie B, eh ben, elle se fait autour des 3 critères d'évaluation et des 10 sous-critères, si je puis dire, donc que l'on va passer en revue. Alors, ce qu'on a surligné en rouge ici, ce sont les critères qui ont légèrement changé ou qui ont été précisés, enfin les sous-critères plutôt, qui ont été légèrement précisés cette année par rapport à l'année dernière. Donc, on va passer en revue les 3 grandes familles, hein, l'excellence, qui compte pour 60% de la note avec un seuil d'éligibilité à 4 sur 5. Donc qui doit être particulièrement soigné, mais ça ne veut pas dire que l'impact et la mise en œuvre, ou l'implémentation qui sont à 20% chacun doivent être négligés. Bien au contraire, puisque c'est souvent ça qui permet également de départager alors quelqu'un a repris le contrôle, je ne sais pas pourquoi. Voilà, hop. Alors, donc la partie B, cette année, vous n'avez plus de phase de rebuttal, donc phase de droit de réponse, pour ceux qui avaient déjà déposé. Donc vous allez, dans un premier temps, être évalué à distance par 3 à 4 experts évaluateurs. Puis ensuite, si vous êtes au-dessus des seuils, hein, donc les seuils qui ont été présentés dans la page précédente, un comité d'évaluation va reprendre les évaluations des premiers évaluateurs et établir une liste, un ranking, hein, de notation de la meilleure à la moins bonne. Des questions nous sont posées parfois sur le fait qu'il peut y avoir un évaluateur qui, soit il y a un biais, soit il peut y avoir un conflit d'intérêts, ou soit qu'il n'a vraiment pas compris la proposition. Sachez que c'est le rôle justement de cette évaluation en 2 phases, du comité d'évaluation, de se repencher sur des commentaires qui peuvent être parfois opposés ou divergents d'un évaluateur, pour voir si en effet ils sont pertinents, parce que peut-être que cet évaluateur connaît bien le domaine à l'inverse des 3 autres, ou à l'inverse, sont issus d'une mauvaise compréhension. Par contre, malgré l'absence de phase de droit de réponse, le temps de réponse, le temps d'obtention des résultats reste identique à peu près à 5 mois. Donc, il n'y a pas de changement par rapport aux autres années. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, comme je l'ai dit, il est important de suivre la structuration du template. J'ai bien parlé des maximum 20 pages, tout inclus, et en retirant les instructions, bien entendu. Vous verrez que dans le template, vous avez déjà dû voir, enfin, j'espère, il y avait un certain nombre d'instructions qui expliquent ce que vous devez mettre dans chacun des paragraphes. Vous pouvez les retirer. Sachez que tout ce qui est page au-delà des 20 pages, ou des liens hypertextes que vous pourriez mettre, ça ne sert à rien, ça ne sera pas pris en considération. Donc veillez bien à rester sur ces 20 pages et, encore une fois, à aérer. On vous donne des polices de référence et des tailles de police, c'est pour que ce soit lisible, ainsi que des marges. Il faut pas essayer de condenser en réduisant la police pour, la loupe n'est pas fournie aux évaluateurs, et ils ont une sainte horreur de devoir s'arracher les yeux pour lire. Et sachez que de toute façon, le premier effet que peut donner votre proposition et joue pour beaucoup. Donc, sachez avoir une présentation agréable, aérée, claire, avec des figures et des tableaux, on va y revenir. Chaque début de section, vous retrouvez la liste pour chacun des sous-critères, la liste des questions auxquelles il faut répondre. C'est les questions qui sont posées aux évaluateurs, en fait. Les évaluateurs vont réellement vous évaluer. Vous verrez à l'issue, dans votre rapport sommaire d'évaluation, que chacun des sous-critères est évalué, et ils répondent à la question qui est posée. Donc, il faut vraiment que vous répondiez dans le paragraphe qui est concerné, et non pas ailleurs, de façon à éviter que l'évaluateur aille à aller chercher les réponses dans un autre paragraphe. Alors, ça ne veut pas dire
qu'il ne faut pas, je dirais, comment dirais-je, décrire de manière lisible malgré tout et fluide la technologie que vous allez proposer, mais il faut que l'évaluateur, de manière assez évidente, sans avoir à aller rechercher dans un autre paragraphe, puisse trouver la réponse à ces questions. Et voilà, il ne faut pas en inventer, vraiment, c'est suivre le déroulé des questions. Alors, la première partie, donc, c'est l'excellence, où vous allez commencer par une vision à long terme de la technologie visée, hein. Heu, il faut positionner votre projet pour en dégager les aspects de rupture, de nouveauté, d'ambition. Peut-être une petite, précision ici. Il est assez naturel d'ailleurs que dans votre projet, il y ait des éléments qui soient moins en rupture. Évitez de les mettre en exergue. Voilà, il faut vraiment mettre en exergue les aspects rupture et vraiment ambitieux du projet. Il faut vous donner des objectifs, selon l'acronyme SMART, hein, qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et dans un timing, qui correspond à crédible par rapport à celui du projet. Petit focus sur la partie 1.3. Dans la partie 1.3, on vous demande d'évoquer la méthodologie, c'est-à-dire, la façon dont, heu, quelle approche vous allez utiliser, quelle est la structure globale du projet, heu, comment le projet s'articule. Il y a une petite différence et une petite subtilité parce que c'est pas toujours évident de comprendre. On va vous demander aussi dans la partie 3 qu'on va voir tout à l'heure, la partie work plan, on va vous demander des choses qui peuvent sembler similaires, mais en fait, dans la partie 3, on rentre beaucoup plus dans le détail. Qui fait quoi, comment, quand, avec quoi? Alors que dans la partie 1, on est vraiment sur une partie stratégique, de la proposition de la méthodologie. Les dimensions de genre également, une différence, ici. Quand on parle de genre dans la partie 1, il s'agit bien de est-ce que, votre technologie a un impact sur le fait, que vous vous adressiez à des hommes ou à des femmes? Typiquement, sur un dispositif, ou un médicament ou un dispositif médical, bah, est-ce que le corps humain, féminin ou masculin réagit de manière différente? Il ne s'agit pas ici, dans cette partie-là, d'évoquer l'équilibre des hommes-femmes dans les travaux ou la mise en œuvre du projet. Ça, c'est quelque chose, ce qu'on appelle le gender equity balance en bon français, c'est quelque chose que vous retrouverez dans la partie 3. Là, il s'agit de voir est-ce qu'il y a un impact sur hommes-femmes tant qu'être humain, en tant que genre différent dans votre projet. Également, il s'agit là de décrire, les aspects de sciences ouvertes et le management des données qui pourraient être générées, par, votre projet, y compris, tout ce qui est, RGPD et cetera. N'hésitez pas à utiliser des schémas, des images pour faciliter la compréhension. Parfois, un bon schéma vaut mieux que 10 lignes de texte et surtout, soyez concis parce que, la partie implémentation, on va y revenir, où vous devez décrire tous les work packages et un certain nombre de tableaux obligatoires à fournir peut prendre de la place. Alors, les questions qu'il faut bien se poser quand vous relisez sur cette partie-là, c'est: «Est-ce que je démontre bien la rupture de ma technologie?» Radicalité, percée, ambition et là encore, si, vous devez utiliser des technologies moins radicales, moins en rupture pour mettre je dirais au point ou permettre la réalisation de ces ruptures, bah, c'est pas interdit, mais ne me faites pas un focus dessus. Restez bien sur on a vu parfois des propositions se faire, accusé par un évaluateur d'être pas trop en rupture parce que peut-être les aspects moins disruptifs apparaissaient trop. Est-ce que le positionnement par rapport à l'état de l'art est clair? Est-ce que j'anticipe aussi les évolutions du domaine de ma technologie, que ce soit, des évolutions en termes de pratiques, d'usage, du marché au bout ou réglementaires? Est-ce que les avancements socio-économiques, que je propose sont convaincants? Est-ce que vous avez mis des indicateurs de performance peut-être pour mesurer, les objectifs du projet et comment vous les atteignez et montrer que vous les atteignez? Est-ce que vous avez explicité les différents risques, qui sont liés rappelez-vous, hein, on est sur
On est sur une proposition high risk, high gain liée aux objectifs et à la méthodologie. Et bien sûr, comme on est également sur des projets pluridisciplinaires, est-ce que la contribution des différentes disciplines et là encore, on ne saurait vous conseiller que de peut-être s'il faut d'aller dans le détail des disciplines ou des sous-disciplines, si je puis dire, pour montrer qu'il y a vraiment une disparité et une complémentarité, et que le critère pluridisciplinaire est bien respecté. Sur la partie impact, là aussi, il est important d'utiliser des indicateurs et des cibles quantifiables, hein. Par exemple, si vous dites, on va réduire, le coût de tel traitement de manière significative, ben non, on va le réduire de 30 de 50 de 50 ou 50 € l'unité. Enfin, voilà, faut que vous ayez des indicateurs et des cibles qui soient quantifiables. Une stratégie d'exploitation avec un chemin clair vers le marché. On ne vous demande pas encore d'avoir un business plan en EcoPathfinder, mais rappelez-vous, ayez ce que nous on appelle le continuum de l'EIC, c'est-à-dire que vous allez arriver certes en fin de projet au TRL4, mais l'ambition c'est d'aller au-delà et d'aller in fine avec un ou plusieurs produits sur le marché et peut-être pourquoi pas la création comment dirais-je, la prise en charge par une start-up ou une spin-off de ces produits. Qui en et donc voilà, savoir comment vous allez ensuite aller vers le marché. Heu, il faut impliquer et ce qu'on appelle responsabiliser les key actors, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas mettre tout le monde dans le consortium, mais n'hésitez pas à créer un comité, un advisory board, voire peut-être, là encore, je vais citer un exemple, désolé si ça reste dans le domaine de la santé, mais vous pouvez l'extrapoler à d'autres. Si vous souhaitez développer une nouvelle thérapie, ben, pensez que les utilisateurs finaux, même si les clients de, ces technologies vont être peut-être des laboratoires pharma ou des industriels, bah, sachez qu'il y a aussi des praticiens et même des patients au bout. Et que peut-être qu'il faut impliquer dès l'amont, ces praticiens et ces patients. Dernier point, et non des moindres, dans l'impact, la communication et la dissémination. Alors la communication et la dissémination, c'est 2 choses différentes. La communication, ça sert à expliquer pourquoi l'Europe met de l'argent dans votre projet et à montrer aux citoyens européens que, voilà, il y a de l'argent de leurs impôts qui est mis dans le projet pour, c'est un projet scientifique à des fins, je dirais d'améliorer leur vie quotidienne. Alors je simplifie, à l'extrême, mais vous voyez le principe. La dissémination, c'est autre chose. Ça sert à se faire approprier par, je dirais l'écosystème, la technologie. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout dévoiler, ça ne veut pas dire que et au contraire, c'est là qu'il y a une stratégie de propriété intellectuelle qui est importante à mettre en place, mais ça veut dire aussi qu'il faut permettre, ça complète le chemin vers le marché, c'est-à-dire permettre l'essor de ces développements technologiques, soit pour une exploitation industrielle, soit pour réutiliser ces résultats pour d'autres développements, ultérieurs. Donc on est à la fois sur la partie exploitation, brevet, et cetera, mais aussi exploitation de publications scientifiques par peut-être des jeunes chercheurs, et cetera. Quand on parle de responsabiliser, oui, c'est aussi peut-être donner la chance à des jeunes chercheurs de s'impliquer, de continuer, les recherches, voire la création de spin-off sur la base des résultats qui vont être, développés. Donc quelques questions à se poser, voilà, est-ce que les bénéfices socio-économiques sont détaillés et les différentes potentielles applications également? Est-ce que la stratégie de propriété intellectuelle est concrète et adéquate? Qui, quoi, qui, comment? Quelle exploitation? Est-ce qu'une première analyse du marché, un business model, encore une fois, esquissé, hein, on ne vous demande pas d'avoir un business model précis, est-ce que vous avez un peu une idée de l'application et par qui et comment sont ces marchés d'application? Est-ce que les acteurs clés, hein, bah, je viens de le dire, hein, sont pour traduire ces technologies en innovation, sont impliqués dans le projet? Comment? Et est-ce que les stratégies de communication et de dissémination sont bien appropriées et bien décrites? Troisième et dernière section et non des moindres, encore une fois, la qualité et l'efficacité d'implémentation. Donc c'est là que vous allez devoir présenter l'expertise des membres du consortium. C'est là aussi que éventuellement, et là, c'est vraiment dans des cas exceptionnels, vous allez pouvoir
argumenter le fait que vous avez impliqué des partenaires d'un autre pays que les pays membres et associés et que vous souhaitez que la commission les finance malgré tout. Parce que incontournable, le seul au monde peut-être et incontournable pour la réussite de votre projet. C'est très, très rare quand même, hein, sur, à peu près 180 projets financés par le Pathfinder depuis 2021, on en a vu 1 ou 2. Ce qui est important, c'est que cette section, comme je l'ai dit, peut prendre pas mal de place, parce que vous devez y insérer un certain nombre de documents obligatoires, un Gantt chart et un diagramme de Gantt, hein, qui organise dans le temps les différents work packages et les tâches et un diagramme de perte. Donc là, il s'agit, dans les 2 cas, il faut qu'il soit lisible et utile. Sur le diagramme de perte, attention à bien faire quelque chose de lisible qui montre quels sont les différents comment le projet a été organisé en work package, comment ils sont liés entre eux peut-être? Est-ce qu'il y a une criticité entre la réalisation de l'un par rapport à l'autre pour la poursuite, du projet? Quels sont les partenaires qui sont impliqués dans les différents work packages et éventuellement quelles sont les tâches? Voilà. Il faut que ça soit lisible, mais plus il y a d'informations, pertinentes et faciles à lire, mieux c'est. Pensez bien quand vous allez, décrire et lister vos work packages, aux work packages qui sont, non scientifiques et techniques. Notamment, vous avez 2 work packages quasi obligatoires, un sur le management et un sur dissémination communication. Les livrables, attention à ne lister que les livrables que vous pourrez réaliser et ne peut-être pas en mettre trop. Sachez que vous devrez, peut-être un point, qu'il faut souligner c'est que tout ce que vous écrivez dans la partie 3 de votre proposition, lorsque vous serez, accepté, ça deviendra la partie, l'annexe technique contractuelle de votre, projet. Ça veut dire que tout ce que vous écrivez là, alors bien sûr, il faut que ça soit vendeur pour que les évaluateurs vous retiennent, mais sachez que vous vous engagez un peu après à les réaliser. Donc faites des choses qui soient réalistes et peut-être pas trop. Pareil pour les milestones, les jalons en français, ces étapes clés, inutiles d'en créer, à foison. Il faut que ce soit des étapes réellement clés et un nombre limité. Bien lister les risques. Alors on a parlé des risques de manière, dans une approche stratégique et méthodologique dans la partie 1. Dans la partie 3, on rentre dans le concret. Il faut un tableau des risques et avec, pour chaque risque, bien mesurer, son niveau entre vous avez 3 niveaux qui sont proposés, low, medium, high. Inutile d'aller dans une notation plus compliquée, on ne vous demande que ça. Et bien, faire apparaître en face comment dirais-je? Les solutions de mitigation de ces risques. Et enfin sur le budget, contrairement, Chiara le disait tout à l'heure, sur la partie A, en fait, c'est un résumé schématique et quasiment administratif et contractuel de votre budget. Dans la partie B, dans la section 3 de la partie B, là, on vous demande d'expliciter, voilà, pourquoi vous avez besoin de temps en achat, pour quels objectifs, et cetera. Donc, n'oubliez pas ces tableaux. Alors, les questions à se poser, c'est: est-ce que le consortium est bien équilibré? Bon, je pense qu'à ce stade, il vaut mieux que la réponse soit oui. Les acteurs clés pour l'exploitation sont-ils bien impliqués dans le consortium, mais aussi à l'extérieur? Est-ce que les compétences sont claires, complémentaires, nécessaires et suffisantes à la réalisation du projet, et cetera? Donc bien détailler parfois les compétences, même si vous avez deux équipes de recherche qui travaillent sur des sujets assez connexes, bien faire la répartition, la différence entre leurs sujets, leur expertise pour montrer qu'il y a vraiment une interdisciplinarité. Est-ce que les rôles et interactions de chacun et de chaque work package sont clairement décrits? Si vous avez déjà collaboré avec certains des partenaires, c'est intéressant de le dire parce que ça va rassurer les évaluateurs en disant: «Ceux-là, ils ont l'habitude de travailler ensemble», et de même si certains de vos partenaires ou vous-même avez déjà l'expérience de projets, soit Pathfinder, soit équivalents, soit même d'autres projets européens ou collaboratifs, c'est important de le dire aussi. Le plan de travail, il doit être bien cohérent avec les objectifs, hein. Il ne s'agit pas d'avoir écrit dans les 2 premières parties, tout un tas d'objectifs et d'avoir un programme de travail, qui est en incohérence. Et puis livrables et milestones, on vient d'en parler. Idem pour la gestion des risques que je viens de détailler, et également la répartition des moyens humains entre les différents work packages,
moyen entre les différents partenaires, est-ce qu'elle est appropriée? Est-ce qu'elle peut susciter question ou non? Ou est-ce qu'elle paraît bien équilibrée? Alors bien équilibré ne signifie pas que tous les partenaires doivent avoir le même montant, hein. C'est est-ce que c'est bien approprié par rapport aux tâches qui leur incombent? Voilà, et je vais repasser la parole à Elsa pour, la checklist finale. Merci Laurent. Du coup, effectivement, on va finir sur la fameuse checklist, un aperçu assez rapide de tout ce qu'il faut bien vérifier avant de soumettre, en tout cas dans les grandes lignes. Sur la partie éligibilité, alors ça peut paraître bête, hein, mais n'hésitez pas à double-checker votre éligibilité parce que ce qui est dommage si on n'est pas éligible, c'est qu'on n'est même pas évalué. Donc déjà, on a passé beaucoup de temps et en plus, on n'a pas de retour sur ce qu'on a pu faire. Donc, je répète, 3 entités légales différentes issues de 3 pays différents, pays étant éligibles, type État membre ou État associé. Les activités proposées dans le projet doivent être éligibles et attention au principe de do not significant harm. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le principe de s'assurer que les outcomes de votre projet ou le déroulé de votre projet, mais même la finalité technologique n'aura pas d'impact négatif sur les humains et l'environnement de manière générale. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver beaucoup d'informations sur ce principe sur Internet directement. À s'assurer que vous avez bien respecté et que vous avez bien adressé les questions éthiques si vous êtes concerné, et pareil pour les questions d'intelligence artificielle. Aussi avoir mis que vous avez bien un Gender Equality Plan dans votre organisme. Et puis, vous avez respecté les conditions de Open Science et Open Data qui sont demandées. Par exemple, il est obligatoire de prévoir la création d'un Data Management Plan dans le cadre d'un projet RIA. Pour la partie A, que Chiara vous a présentée, vous avez bien rempli les mots-clés libres. C'est très important, comme Chiara l'a dit, c'est vraiment essentiel pour le bon positionnement de votre projet, pour trouver les bons évaluateurs. Donc, il faut arriver à être le plus précis possible et avoir cette perspective de l'autre côté, on va dire, dans les coulisses, comment ça va s'organiser, quel mot va être le plus important pour vous, pour votre projet, pour trouver l'évaluateur ayant les expertises les plus adéquates. Et bien sûr, l'abstract, le résumé, c'est pareil, c'est le deuxième point en plus des mots-clés qui est utilisé pour identifier les évaluateurs et c'est la première impression que va avoir votre évaluateur sur votre projet. Donc, il ne faut surtout pas négliger l'abstract qui sera, comme l'a dit Chiara, public à terme si votre projet est financé. Donc, pas d'informations sensibles non plus. Vous avez bien rempli toutes les informations administratives des participants du projet. Normalement, vous recevrez un message d'erreur si vous n'avez pas rempli tout, mais vous pouvez quand même soumettre avec ce message d'erreur. Donc, il me semble, peut-être Chiara, tu me confirmes si j'ai de bêtises, mais vous pouvez quand même passer à côté de quelque chose si vous êtes pressé. Donc, bien double-check que vous avez bien rempli toutes les informations dans la partie administrative. Pareil pour le budget. Le budget, il doit être cohérent, respecter les conditions d'un RIA et par exemple doit être cohérent avec ce que vous présentez dans la partie B. Si vous parlez de budget dans la partie B, assurez-vous que ça respecte bien et que c'est cohérent avec ce que vous avez inscrit dans la partie A. Pareil pour le tableau éthique, vous l'avez bien rempli et vous avez fait un ethical self-assessment si c'est le cas, si c'est nécessaire. Et puis, de manière générale pour le budget, mais pour tout, pour les participants, pour toutes les informations que vous avez pu indiquer dans la partie A, il faut que ce soit cohérent avec les informations de la partie B. Et pour la partie B, vous avez bien pris le bon template, vous avez rempli les sections de 1 à 3, dont les tableaux qui sont indiqués. Vous avez bien respecté les différentes consignes qui ont été données au début du template. Vous n'avez pas effacé les tags. Je ne sais pas si on l'a redit, mais il y a des tags qui sont indiqués sur le template qu'il ne faut pas supprimer. C'est bien écrit qu'il ne faut pas les supprimer, mais comme ils sont petits, on peut passer à côté. La version du PDF est téléchargée sur le site et ne dépasse pas... Alors, 17 pages, excusez-moi, c'est une coquille. C'est 20 pages, c'est toujours 20 pages. Comme vous en doutez, c'est des extraits de notre webinaire de l'année dernière, mais il fait bien 20 pages cette année. Et si vous êtes concerné par des annexes d'essais cliniques, vous le téléchargez également sur le site. Concrètement, la soumission, on vous conseille complètement de la mettre, de déposer votre projet avant la deadline. Sait-on jamais s'il y a un problème de votre côté et que ce n'est pas généralisé ou alors qu'il ne trouve pas de solution et que la deadline se ferme sans vous, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, il faut bien faire valider, vérifier que toute la proposition est complète. La proposition
quand elle est soumise, elle peut être rétractée et modifiée à tout moment. C'est-à-dire que quand vous allez faire Submit, ça va mouliner. Vous allez avoir au bout d'un moment le PDF qui est le PDF que recevront les évaluateurs. Et si vous vous rendez compte qu'il y a un problème, vous pouvez toujours uploader une nouvelle version et elle écrasera l'ancienne. Il faut juste bien faire ça dans les délais. Donc n'hésitez pas à le faire. Et c'est bien sûr seule la dernière version qui sera visible. Ils n'auront pas d'historique de tout ce que vous avez uploadé. Et puis, pour terminer, petit rappel pour ceux qui voulaient découvrir le programme Pathfinder, ce n'est pas le webinaire adéquat. On a fait un webinaire de présentation générale le 9 janvier 2024. Le lien est sur le PDF qu'on vous enverra, mais il est aussi, vous pouvez retrouver le replay directement sur le site Horizon Europe. Et puis là, voici un peu des informations qui pourraient être intéressantes pour vous, notamment la boîte à outils du PCN, où on a regroupé il y a peu tous les témoignages qu'on a pu avoir dans les différents webinaires ou dans les tables rondes, donc par instrument, une partie Pathfinder, une partie transition. Et puis, vous avez aussi notre FAQ, la FAQ de l'EIC, notre adresse générique. L'inscription à notre liste de diffusion, même si je pense que beaucoup d'entre vous en fait déjà partie, et l'adresse du PCN juridique et financier pour toutes les questions qui sont plutôt administratives et auxquelles nous n'avons pas d'expertise pour répondre. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. Donc on va passer aux questions. Chiara, je vais couper mon partage d'écran pour que tu puisses faire le tien. Oui, je vais partager donc Merci. la page Slido. On va prendre donc d'abord les questions qui seront sur Slido et ensuite on va on peut aussi échanger à l'oral, n'hésitez pas. Aussi, notamment les personnes qui ont posé la question, n'hésitez pas au besoin de préciser. Alors, déjà, il y a une question qui a été votée, likée. Comment doivent se présenter les work packages? Combien peut-on en avoir? Avez-vous des exemples de work package? Peut-on faire un work package valorisation? Alors, il y a beaucoup de questions. Je me permets, j'ai ouvert de mon côté le template. Donc, sur la section 3, Quality and Efficiency of the Implementation, j'espère que vous voyez quand même. Il y a un Work Plan of Allocation and Resources. On va revenir ici, notamment parce qu'il y a une question sur les périodes de reporting. Et il y a une Detailed Work Description, c'est-à-dire une liste des Work Packages. Donc, la liste des Work Packages fait référence au tableau 3.1a. Donc, je vais descendre, parce que les tableaux se trouvent un peu après. Donc, voici le tableau, la table 3.1a, List of Work Package. Donc, la liste doit se présenter comme ça. Donc, il doit y avoir un nombre, un numéro de Work Package, un titre, un responsable du Work Package, voilà, lead participant short name, donc l'acronyme de l'entité responsable du work package, nom, prénom, le gender du work package leader, parce que ça, c'est un point qui peut éventuellement être important, le mois du début et de la fin. Ensuite, concernant il y a une tableau, table 3.1b, qui concerne la work package description. Et donc, pour chaque work package, on doit à minima retrouver ça. On vous conseille, même si c'est peut-être pas le plus joli de template, de rester sur ce format-là pour la présentation de Work Package, donc avec un numéro de Work Package, un titre, chaque participant impliqué, etc., les objectifs et la description du lot de travail, éventuellement découpé en tâches, le lead partner et le rôle de chaque participant. Et après, les deliverables sont listés dans un tableau à part. Néanmoins, vous pouvez vous y référer dans la description du lot de travail qui se réfère au Work Package. OK. J'espère que cela répond à la question comment doivent se présenter les Work Packages. Combien peut-on en avoir? C'est à votre discrétion. Néanmoins,
Je me permets de dire, n'exagérez pas. C'est-à-dire d'avoir 10 work packages, ça n'aide pas à la lisibilité de l'organisation du projet. Avez-vous des exemples de work package? Alors peut-être on peut dire aussi Vas-y Laurent, que, merci. alors bien sûr, vous êtes dans une étape là où vous devez «vendre» entre guillemets, votre projet aux évaluateurs. Mais rappelez-vous que ce que les work packages, c'est-à-dire toute la partie 3, ça devient Contractuel. le contractuel. Donc plus vous avez de work package, plus vous en avez à mettre dans le portail du participant quand vous passez dans le grant management, dans le management de contrat de subvention, plus vous avez à rapporter sur chacun. Ouais. Donc s'il n'y a pas une, alors je dis pas qu'il faut en faire 2 parce qu'après, peut-être que la logique d'un projet complexe comme un Pathfinder n'est pas suivie et ça peut être contre-productif. Mais il faut pas les démultiplier non plus parce que plus vous en aurez, plus ça générera du travail administratif aussi et peut-être, voire, Mmh. de la duplication. Oui, et aussi, pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude des projets, collaboratifs, du pilier 2 dans les clusters, on est ici sur des consortiums qui sont typiquement un peu plus resserrés. Donc, aussi l'organisation du programme du travail du projet de manière conséquente est un peu plus rationnelle, focalisée. Hem, Ça ne part pas dans tous les sens. Ce sont des projets qui, sont assez resserrés, qui vont droit au but. On n'a pas d'exemple de work package. N'hésitez pas à prendre contact avec des collègues, si vous en connaissez, qui ont soumis des projets, s'ils acceptent de partager ou de, leur projet, et aussi de contacter avec, enfin de prendre contact avec votre cellule Europe. Peut-être qu'ils ont de l'expérience là-dessus. Je ne sais pas Mmh. du coup qui a posé la question, si c'est hein. Et pour la dernière partie, peut-on faire un work package valorisation? Oui, je pense que même c'est quelque chose d'attendu, dans l'idée effectivement de concrétiser les actions, qui, permettent, d'évaluer et de réaliser, tout ce qui est attendu pour la partie impact à moyen, long terme sur le du projet. Et si je puis me permettre d'ajouter, des Mmh. des exemples de work package, effectivement, c'est compliqué de vous en donner dans le sens où c'est relatif aux objectifs de votre Oui. projet. Après, il y a des work packages qu'on va appeler non techniques, enfin non scientifiques plutôt, Non, non, qui, vraiment. se retrouvent souvent, type, management, work package management et dissémination qui en général est un incontournable. Et si vous avez coché oui pour la question d'éthique et que vous avez un ethic self assessment, on conseille en général de faire un work package ou d'inclure dans un work package, l'éthique. Voilà. Mais après, c'est à vous d'organiser comme vous le sentez, mais c'est des exemples de work package qu'on peut retrouver, mais le work package management et dissémination, Chiara, Laurent, je ne sais pas si vous me rejoignez, mais c'est en général un work package qu'on retrouve systématiquement. Oui, je suis désolée, je viens de faire une bêtise. J'ai marqué comme, répondu la question qui avait 3 votes et qui concernait la possibilité de trouver en ligne des projets. Je viens de la remettre, c'est Merci. bon. J'y arrivais pas, je voulais faire ça. Existe-t-il des archives en ligne de proposals de projets lauréats EIC pour avoir une idée d'une bonne structure? Non, non, les proposals ne sont pas publics et donc ils ne sont pas publiés en ligne. Voilà, même réponse que concernant le work package, vous pouvez essayer de contacter des lauréats pour, en discuter, mais encore une fois, il Mmh. n'y a pas une structure, bonne en absolu. D'accord? Aussi, sur la bonne répartition du nombre de pages par, section et cetera. Bah, bien sûr, si sur l'impact vous écrivez, une petite pauvre page, qui ne donne pas, tous les détails, bien sûr que le critère ne va pas pouvoir être, évalué au mieux. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut écrire, pas moins que, tant de pages pour l'impact, parce que si vous êtes capable de donner toutes les informations nécessaires en 2 pages et demie, ce n'est pas nécessaire d'arriver à 3 ou 4, pour, l'impact, par exemple, hein. C'est un exemple, au pif. Il faut surtout s'assurer d'avoir bien respecté la structure du template.
Ça, c'est Oui. primordial. Et oui, effectivement, pas de projet en ligne, c'est des informations confidentielles. Par contre, pour l'abstract, vous pouvez vous inspirer de ce qui existe parce que les abstracts, comme on vous l'a dit, sont publics, du coup, vous pouvez y accéder. Donc tous les abstracts sont disponibles sur Cordis, CORDIS, on va vous le mettre dans le chat. Et vous pouvez aller checker, plein d'abstracts pour vous en inspirer sur la structure, sur les informations, la façon dont c'est structuré, ou c'est formulé même, je dirais, présenté. Donc n'hésitez pas, en tout cas, sur cet aspect-là, c'est disponible. Prochaine question. Avons-nous du recul sur le nombre de IC Pathfinder Open, j'imagine, lauréats qui ont fait appel à des cabinets de conseil? Bah, on n'a pas de stats précises parce que on n'a pas connaissance de ce point précis de façon systématique pour tous les projets lauréats. Par contre, De... peut-être ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'inverse, puisque la question est assez générique EIC, à l'inverse de l'EIC accélérateur où la quasi-totalité des lauréats ont fait appel à des cabinets de conseil, c'est beaucoup moins vrai sur l'EIC Pathfinder Oui. où on a connaissance alors, on n'a pas de statistiques, mais d'un nombre de lauréats conséquents qui n'ont pas fait appel à des cabinets de conseil. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que on est sur la typologie Pathfinder Open, sur beaucoup de centres de recherche ou de laboratoires académiques qui peuvent s'appuyer sur les cellules de projets européens de leur structure. Voilà, ce qui explique aussi sans doute Oui. pourquoi il y a beaucoup moins de lauréats Pathfinder qui ont pu faire appel à voilà. N'hésitez pas, si la réponse ne vous satisfait pas complètement, Il si y vous a voulez ajouter des Il choses, y a une voilà. main levée il y a depuis une tout main à levée, ouais, l'heure, ce que j'allais dire. monsieur Ah, Marquez. excusez-moi, comme je ne vois pas, merci, n'hésitez pas à intervenir du coup. Je ne sais pas qui a levé la main, vous pouvez Monsieur ouvrir le Marquez. micro. Oui, c'était moi, pardon. Je voulais, bon, un de nos partenaires clés dans notre projet est basé en Suisse, précisément. Et ils nous disent que normalement, on ne doit pas tenir compte de son budget pour Oui. l'estimation des budgets indicatifs de 3 millions. Et je voulais savoir quel est votre conseil C'est tout à fait dans cet exact. aspect. Alors déjà, première chose, si vous avez un partenaire clé suisse, ce n'est pas un problème, à condition que vous ayez bien 2 autres partenaires qui ne soient pas français et qui soient bien de pays États membres ou formellement associés à Horizon Europe. Et ensuite, en effet, le budget du partenaire suisse n'est pas intégré dans la partie de contribution communautaire que vous demandez, puisque c'est la Confédération helvétique qui le financera, le cas échéant, si le projet est accepté. Mais ça veut dire que si Ça veut dire que ça budget sort des 3 dépasse, millions. Voilà. ça peut sortir. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Et donc, si on revient aux questions Slido, la prochaine, je voudrais des suggestions pour le remplissage du tableau section 3.1 Reporting Periods for your product. Page 11, template Pathfinder Open. Et du coup, je reprends mon template. Peut-être que je n'ai pas complètement bien compris la question. Est-ce que ça se réfère à ce tableau-ci? C'est-à-dire timing of the different work packages and their components. Et du coup... Bonjour Chiara. Oui, c'est bonjour. moi. Bonjour. Je me réfère au tableau en fait qui c'est en bas. C'est la première fois que je le vois et donc je comprends pas trop. Lequel? Comment il s'appelle? comment 3 faire. points combien? Vous étiez bien là sur les Ah, tableaux. là, c'est celui-ci. Ouais, ce tableau-là. En fait, simplement, il n'est pas à remplir. C'est un tableau qui vous aide à inclure et à connaître les périodes de reporting, donc si vous voulez, les reportings qui sont prévus pour votre projet en fonction de sa durée. Donc, pour un projet de 36 mois, il y aura 2 périodes de reporting, un premier au mois 12 et un deuxième au mois 24. Période de reporting intermédiaire, on parle Non, ici. 36. Pardon? Au mois 36, au bout de 24 mois supplémentaires. Ah,
La première, elle sera au mois 12 Oui, pardon, et oui, la deuxième au excuse-moi, mois je dis une 36. bêtise. Oui, oui, Voilà. tout à fait. Le premier période de reporting sera de 12 mois et le deuxième période de reporting sera de 24 mois, c'est-à-dire au mois 36. Oui, merci. Merci, Chiara. Donc, en fait, il ne faut pas non plus, c'est juste, Non, juste nous dire, en fait, les nombres des reporting periods que va avoir notre projet. Mais donc, oui, ce n'est pas non plus à les garder alors, c'est juste... non, pour moi, ce n'est OK, pas un tableau à garder, c'est un tableau, on va dire, d'information pour construire votre Gantt et ouais, savoir qu'au mois 12 et au mois 36 ou voilà, en ouais, fonction de la durée, il y aura des milestones peut-être oui. sur le reporting ou peut-être on décide enfin je sais pas, voilà, qui aide à organiser le projet. OK, très bien, très clair. Merci beaucoup. Pas de quoi. Y a-t-il un nombre de partenaires maximum conseillé? Bah, mmh, personnellement, je dirais non. Je n'ai pas Enfin, je n'ai pas un chiffre, maximum à conseiller pour le nombre de partenaires. Gardez bien en tête que, mmh, ce sont des projets, qui sont souvent assez recentrés autour de leur objectif technologique et que la qualité du consortium, la complémentarité, l'interdisciplinarité sont des éléments, des critères d'évaluation et même le plus petit sous-critère d'évaluation dans des projets aussi compétitifs que les Pathfinder Open prennent une importance, quand même, voilà, ils prennent une belle importance. Donc, si, il s'agit d'ajouter les copains parce que c'est les, collaborateurs avec qui d'habitude vous travaillez, et vous avez envie de continuer à travailler, mais c'est pas tout à fait justifié dans le cadre du projet et cetera. Peut-être, voilà, réfléchissez, à que, voilà, tous les partenaires soient bien nécessaires et suffisants à la réalisation du projet. Il y a pas de maximum. Il y a pas de Après, bon, cela dit, ce n'est pas non plus des projets à 6 millions d'euros. Donc, ça donne aussi cette, on va dire montant indicatif attendu, donne un peu une, indication sur l'attente aussi de l'ampleur du consortium. Ce n'est pas non plus des consortiums à 20 partenaires. C'est ça que aussi, l'EISMEA est en train de dire quand on indique un budget à 3 millions d'euros. Si ça peut aider dans le Elja et Laurent, n'hésitez pas Oui, non, je te à rejoins. En préciser. fait, il Pas y a mieux. plein de typologies différentes de partenariats. Mmh. Il y a des consortiums à 3, il y a des consortiums à 7, des consortiums à 11. Voilà, c'est comme disait Chiara, Mmh mh. ça va pas à 20. Je dirais que Mmh. voilà, après, c'est des appels blancs, donc vraiment, si c'est pertinent, mais aussi, comme Chiara l'a très bien dit, la limite de budget fait qu'au bout d'un moment, on peut pas se répartir le gâteau en si petites parts. Donc, Mmh. il y a aussi cette logique-là. La prochaine question est très intéressante, merci. Nombre de work package. Est-ce que le financement des projets EIC Pathfinder Open est de type lump sum? Dans ce cas, avoir beaucoup de work package est préférable à avoir peu de work package. Alors, en effet, non. Pour cette année 2024, les Pathfinder Open ne sont pas un lump sum. Petite, disclaimer, les Pathfinder Challenge de cette année sont un lump sum, ce qui préfigure probablement un passage à lump sum des Pathfinder Open pour l'année prochaine. Mais voilà, on en reparlera dans un an peut-être. Cette année, ce n'est pas un lump sum. C'est vrai que c'est une typologie de financement qui peut, amener à réfléchir à un découpage des travaux dans le projet un peu différent en fonction, un peu de la particularité, de ce financement à lump sum. Je pense qu'on ne va pas rentrer dans les détails ici, mais ça pourrait être préférable à avoir, plus de work package. Mais ça se discute, voilà.
N'hésitez pas à ajouter ou si ça ne vous satisfait pas. Alors, peut-on mettre le management data et communication et dissémination dans un même work package appelé project management? Ou vaut-il mieux les séparer en 2 work packages distincts? C'est-à-dire, voilà, mettre le management data, pas seulement le management des données, mais aussi le management du projet, etc., et la partie communication et dissémination dans un même. Je pense on peut choisir de les mettre ensemble. On peut aussi choisir de séparer les 2. Je n'ai pas trop d'opinion là-dessus. Je vois des points, positifs et négatifs dans les 2 solutions. Personnellement, de les séparer, je trouve que ça clarifie, un peu, mais après, ce n'est pas voilà. Après, moi, j'ai peut-être un complément de réponse qui est une question, Ah? parce que la personne a mis le management data. Alors, si c'est la Oui. gestion des données qui peuvent être gérées par le projet, ce qu'on appelle project management en général, c'est la Oui, tu as coordination raison. du projet. Oui, Et ça, merci Laurent. ça, en général, c'est un work package en soi. Par contre, si votre projet va générer de la data, donc des données, et que donc il est nécessaire de gérer ces données tant d'un point de vue, respect des lois RGPD et autres, tant d'un point de vue utilisation de contenu de ces données, c'est c'est autre chose. Alors Mmh. après, est-ce qu'il faut le mélanger avec com et dissémination ou pas? Je ne saurais pas dire, mais en tout cas, le project management, c'est souvent bon, il y a pas de règle, immuable, mais souvent on Mmh. voit un work package dans tous les projets Horizon Europe, y compris dans tous les IA et RIA, hein, donc y compris ceux-là. On voit un work package sur programme management qui concerne la coordination du projet. Voilà, donc voilà, petite subtilité, si vous parliez des management Mmh. data, donc Oui. de gestion de données qui pourraient être générées par le projet, ça c'est autre chose. Est-ce que ça peut être, ramené dans la common dissémination? Pourquoi pas si en effet cette donnée sert à ces données servent à la dissémination. Mmh. Mais après c'est difficile de répondre. Alors, ça, c'est une question qui revient souvent. Pouvons-nous inclure une annexe à la partie B, incluant par exemple des lettres de soutien? Il n'y a pas d'annexe possible. Quand vous uploadez, vous avez la possibilité de uploader, de téléverser 2 fichiers distincts sur le participant portal. Laurent vous l'a montré tout à l'heure. Une partie B qui compte 20 pages, plus éventuellement les annexes concernant les essais cliniques. La partie B fait 20 pages. Si vous souhaitez, je vais dire, utiliser 1, 2, 3 des 20 pages pour inclure des lettres de soutien, c'est votre choix. C'est quand même, je trouve que c'est beaucoup de place pour quelque chose qui ne va pas apporter énormément parce que les seuls critères d'évaluation sont, ceux qu'on vous a montrés. Les projets ne vont pas être évalués sur le soutien apporté, par des industriels ou par des collectivités territoriales ou par, des acteurs du monde non académique. Ce n'est pas un critère d'évaluation. Je ne sais je ne sais pas dans quelle mesure une telle lettre de soutien pourrait apporter du positif à votre projet, tout en retirant, 1, 2, 3 pages de narratif à la partie scientifique. Mais voilà, c'est peut-être, c'est un peu une opinion un peu forte, mais, on ne voit Vous pas très souvent pouvez de lettres de soutien qui sont incluses en tout non. cas. Vous pouvez citer que vous avez le soutien, par exemple, de tel ou tel industriel qui s'intéresse à la rupture, qui va être amenée par votre technologie, mais inutile de mettre une lettre de soutien. Après Alors, peut-être que vous allez l'industriel en question peut peut-être faire partie du futur, advisory board que vous allez créer autour du projet aussi, donc c'est ça qui va crédibiliser, mais je rejoins Chiara sur le la non-pertinence de l'aide de soutien sur un Pathfinder en tout cas. question liée un peu à une réponse qu'on a donnée tout à l'heure. Comment présenter le budget d'un partenaire associé, la Suisse? Donc ça apparaîtra comme une ligne sépa c'était la question sur le budget du
de la partie A, ça apparaîtra comme une ligne séparée. Il faut donc donner le détail qui est demandé et mettre à 0 la Requested EU Contribution. Sinon, comment présenter le budget d'un partenaire associé, la Suisse? Est-ce qu'il y a une autre façon de comprendre la question que j'aurais mal interprétée? Non, ça me semble, si Non, moi, je les pense que personnes c'est veulent clair. prendre Hein, la parole, elles c'est n'hésitent pas à lever la le main. partenaire, il a une ligne sur la partie A et avec une contribution communautaire à 0. Et dans la partie B, ben, il faut subtilement expliquer que le budget qui va être demandé est légèrement différent du budget qui est détaillé dans la partie B de modulo la partie suisse, quoi. Voilà. Je sais pas si je Mais suis quand même clair, mais présenter son implication, parce que ça reste voilà, un présenter. partenaire. Donc, Tout à fait. C'est essentiellement au niveau de la partie A où la contribution communautaire est à 0. Dans le cas d'une resoumission, devons-nous remplir à nouveau toutes les données dans la partie A ou sont-elles récupérées par la plateforme? Malheureusement, vous recommencez dès le début et vous devez donc remplir à nouveau toutes les données. Même si vous cochez la case, oui, c'est une resoumission et vous mettez la référence, ce n'est pas transféré de façon automatique. Aussi parce que d'ailleurs, d'une année à l'autre, il peut y avoir des petites modifications administratives, un partenaire associé de plus, voilà. Donc, n'hésitez pas à commencer tout de suite la soumission en ligne. Prochaine question. Un résultat attendu est une évaluation des aspects liés à la réglementation, certification. Faut-il inclure un paragraphe spécifique sur ce sujet? C'est-à-dire un résultat attendu, c'est-à-dire un des objectifs du... je peux... Ouais, Vas-y. vas-y, Elsa. Non, c'est juste que j'imagine que ça fait partie de vous parlez d'un élément qui est demandé dans la partie excellence, si je dis pas de bêtises, Impact. ou peut-être impact. Oui, voilà, Impact. pardon. Effectivement, c'est quelque chose qui est demandé, qui a été remis en avant, il me semble, cette année dans les critères, et ça ils ont remis un point d'attention là-dessus, parce que je pense qu'ils ont noté qu'il n'y avait pas assez de personnes qui faisaient référence. Il faut partir du principe que si vous voyez que c'est noté dans les consignes et que c'est attendu, il faut en parler. Voilà. Même si vous n'êtes pas concerné, ce qui m'étonnerait, parce que presque toute techno passe par des réglementations et des certifications, mais à plus ou moins un degré élevé. En tout cas, il y a toujours des exceptions, bien évidemment. Même si vous n'êtes pas concerné, vous devez dire que vous n'êtes pas concerné. Et si vous êtes concerné, vous devez, comme c'est le demandé, développer à ce sujet dans le cadre de votre projet. Ça peut être anticiper des futures réglementations. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ça ne vous concerne pas sur la durée du projet qu'il ne faut pas en parler. Par exemple, le fait d'avoir besoin de certaines réglementations, je ne sais pas, quand vous arriverez en stade clinique, je dis n'importe quoi, alors que le clinique, ce n'est pas du tout encore l'objectif dans un Pathfinder, c'est quelque chose qui s'anticipe dès maintenant et qui peut être mentionné dès maintenant. Voilà, c'est aussi montrer que vous avez pensé à l'après. Et si vous êtes concerné pendant le projet, bien évidemment, vous n'en faites pas. Je ne sais pas si ça répond, et Laurent et Chiara, si vous voulez compléter, mais c'était comme ça que je comprenais. Je te rejoins complètement. Alors, je crois que cette question est la même que tout à l'heure. Donc, hein. Comment devient-on évaluateur pour les projets EIC? Ah, ça, c'est une bonne question et J'ai on mis une vous réponse. encourage. Ah, c'est J'ai- super. Vas-y, non, si mais tu vas-y. veux en parler. Non, mais j'ai mis un lien. Alors, je vais le remettre dans le chat. Il y a une page sur le site Horizon Europe qui explique comment devenir expert évaluateur. En fait, si vous faites la démarche de devenir expert évaluateur, c'est sur Horizon Europe. Après, vous serez appelé suivant vos thématiques. Et donc, vous fonctionnez pareil aux mots-clés. En fait, vous allez indiquer des mots-clés pour présenter vos spécialités. Mais il y a une page qui vous explique tout le process et on vous encourage, comme allait dire Chiara, avant que je la coupe pour dire que j'avais bien mis le lien, à aller vous renseigner et à déposer, parce que c'est vrai que d'être évaluateur et d'après déposer, par exemple, c'est une plus-value, enfin, c'est pas une plus-value, on va dire, en termes de points gagnés, c'est plus que pour vous, ça va être une vraie plus-value en termes de construction de votre projet et de comprendre comment ça se passe de l'autre côté. Donc, je viens de mettre le lien dans le chat. Je l'ai mis aussi en réponse de la question directement sur Slido. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ça. Merci, Elsa.
Prochaine question, est-il OK d'avoir 3 partenaires français sur 6? Bah, alors, si la règle, la condition d'éligibilité est respectée par le partenariat, c'est-à-dire parmi les 6 partenaires, il y a donc 2 autres pays, et l'éligibilité est bien respectée, pourquoi pas? Surtout que voilà, on connaît aussi les spécificités françaises, il peut y avoir effectivement, un partenaire associé par exemple, parce qu'il s'agit du MR, donc mais globalement non, il n'y a pas de limite, ce n'est pas en soi un problème. Faut-il obligatoirement un industriel dans le consortium? Alors ce n'est pas une obligation, et d'ailleurs Elsa vous l'a dit tout à l'heure, 25 de partenaires lauréats, donc d'entités financées par le IC Pathfinder Open, seulement on va dire 25 c'est un industriel. Il me semble néanmoins qu'il y a un taux de succès supérieur pour les consortiums qui ont une entité privée, dans le consortium par rapport aux autres. Cela dit, c'est quelque chose qui doit être complètement, cohérent et en lien avec votre projet. Il n'y a vraiment pas d'obligation. Ayez d'un côté en tête les finalités du Pathfinder Open. Il s'agit de porter une technologie, enfin de sûrement, répondre encore à des questions fondamentales avec un objectif technologique qui a vocation, après le projet, à aller plus loin en termes de TRL. Donc l'objectif pour le Pathfinder Open est d'arriver à un TRL 3-4, mais il y a quand même une vision à long terme qui est présentée dans le projet et qui suivra donc la fin du projet pour mener plus loin la technologie vers le marché, vers l'utilisation, vers l'adoption, etc. Avec cette finalité en tête, il est complètement cohérent d'associer d'une façon ou d'une autre un partenaire privé ou un partenaire qui a le potentiel de porter plus loin la technologie après le projet. Ça ne veut pas dire obligatoirement qu'il fait partie du consortium, il peut être dans le steering committee, etc. Mais réfléchissez bien à impliquer tous les partenaires, même privés, qui vont contribuer à l'atteinte de cet objectif à long terme. Est-ce que c'était assez politique comme réponse? Alors, on arrive vers la fin. Dans la partie impact 2.3, communication et dissémination, faut-il définir via un tableau les différents groupes de personnes à qui on s'adresse et quels moyens? Ah, c'est une question intéressante. Je me permets d'y répondre parce que peut-être j'ai compris. Alors, parfois, on présente les différentes actions de communication et dissémination via un tableau. Ça peut être une façon claire et précise d'associer à chaque action, effectivement, des destinataires, des groupes de personnes à qui on s'adresse, quel est le moyen, entre guillemets, qu'on choisit d'utiliser, c'est-à-dire c'est des vidéos YouTube, c'est des tables rondes, c'est des écoles thématiques ou je ne sais quoi. Ça peut être une façon de présenter et de synthétiser les actions de communication et dissémination, pourquoi pas. Ça implique aussi de se poser toutes les questions de façon très précise au moment du montage du projet. C'est pas nécessaire, mais oui, c'est une possibilité, pourquoi pas. Une dernière question, devons-nous renseigner aussi les associated partners, un partenaire par exemple suisse ou UK, dans la partie A sur le funding intender? Vas-y Elsa, je te vois prête. Oui, déjà, warning, UK est associé à Horizon Europe depuis maintenant un mois pile. Depuis le 1er janvier 2024, UK est un pays associé au même titre que la Norvège, Israël. Donc, ne pas le considérer comme un associated partner.
La Suisse, donc l'exemple d'un associated partner, la Suisse qui est l'exemple qu'on reprend car c'est un pays qui est central au niveau de la recherche européenne, vous l'indiquez dans la partie A comme un partenaire, comme tout autre partenaire. En fait, il va être considéré comme un associated partner. Et après, comme on l'a pu l'expliquer, dans le budget, il va apparaître et vous pouvez renseigner son budget, mais juste dans la partie requested, vous mettez 0. Voilà. Et je répète, le Royaume-Uni est associé. Nos amis britanniques font partie d'Horizon Europe. Comme Donc, il n'y je a pense plus qu'on... de questions Ouais. sur Slido, j'arrête le partage. Il y a Merci, Chiara. peut-être